Chapitre 21 qui traite la grande aventure et riche conquête du Haume de Membrun ainsi que d'autres choses arrivées à notre invincible chevalier. Une pluie fine se mit alors à tomber, et Sancho aurait aimé se mettre à l'abri dans le moulin, mais Don Quichotte, après sa grossière méprise, l'avait pris en horreur et ne voulut à aucun prix y rentrer. Tournant sur leur droite, ils se trouvèrent bientôt sur un chemin semblable à celui qu'ils avaient suivi la veille. Ils marchaient depuis un moment déjà lorsque notre chevalier aperçut au loin un homme portant sur la tête quelque chose qui brillait comme si c'était de l'or. Il se tourna aussitôt vers Sancho et déclara : les proverbes disent vrai, car ce sont des maximes tirées de l'expérience, mère de toutes les sciences, et celui-ci me paraît venir fort à propos. Où une porte se ferme, une autre s'ouvre. En effet, si cette nuit le sort a fermé la porte à nos espérances en nous mystifiant avec ses foulons, elle nous ouvre à présent à deux battants, celle d'une aventure bien meilleure et plus certaine, et si je ne parviens pas à entrer par cette porte-là, ce sera uniquement ma faute, sans que je puisse en accuser ma méconnaissance des moulins ou l'obscurité nocturne. Si je ne me trompe, voici en effet venir vers nous un cavalier portant sur la tête ce Haume de Membrun, pour lequel j'ai fait le serment que tu sais. Monsieur, répondit Sancho, prenez garde à ce que vous dites, et encore plus à ce que vous faites. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve avec d'autres foulons qui risquent cette fois de nous fouler et de nous assommer pour de bon. Le diable t'emporte. Qu'est-ce qu'un homme a de commun avec des foulons ? Je n'en sais rien, mais je vous parie que si vous me laissez parler comme avant, je vous dirai des choses qui vous prouvent que vous vous trompez. Et comment pourrais-je me tromper, traître sans foi ? Ne vois-tu donc pas ce chevalier qui vient vers nous, sur un cheval gris pommelé avec un aumeau en or sur la tête ? Ce que je vois, moi, ou plutôt ce que j'entreaperçois, c'est un homme monté sur un âne gris comme le mien, avec sur sa tête quelque chose qui brille. Ce quelque chose, c'est le Haume de Membrun. Allons, écarte-toi, et laisse-moi me mesurer avec lui. Tu vas voir que, sans perdre de temps à discourir, je mènerai à terme cette aventure, et m'emparerai de ce Haume que j'ai si longtemps appelé de mes vœux. Comptez sur moi pour rester à l'écart, et fasse le ciel, béni soit-il, que vous ne preniez pas du lard, ou plutôt des foulons, pour du cochon. Je te répète, Sancho, que je ne veux plus t'entendre m'enseigner devant moi ces foulons, ou je jure par tous les... Je n'en dirai pas plus. Que je te foulerai, moi, jusqu'à l'âme. Sancho se tut de peur que son maître n'accomplisse ce serment au pied de la lettre. Il nous faut maintenant dire quelque chose sur le Haume, le chevalier et le cheval que voyait Don Quichotte. Il y avait dans les environs 2 villages voisins, dont l'un était si petit qu'il ne comptait ni apothicaire ni barbier. C'était donc le barbier du grand village qui servait aussi dans le petit, où justement un habitant avait eu besoin d'une saignée et un autre de se faire la barbe. Le barbier était parti en emportant son plat à barbe et surpris en chemin par la pluie. Il l'avait mis sur sa tête pour ne pas tacher son chapeau, qui devait être neuf. Et comme le plat était en cuivre bien astiqué, on le voyait reluire à une demi-lieue. Ce barbier montait un âne gris, comme l'avait dit Sancho, et c'est cela que Don Quichotte prit pour un cheval gris pommelé, un chevalier et un homme en or, car il avait une forte propension à toujours apporter ce qu'il voyait aux extravagances de ses livres et aux délires de son imagination. Quand il vit le dit chevalier approcher, sans même entrer en pourparlers, il fondit sur lui aussi vite que lui permit Rocinante, la lance basse, bien résolue à le percer de part en part. Au moment de l'atteindre, et sans freiner son élan, impétueux, il s'écria : « Défends-toi, misérable créature, ou cède-moi de mon gré ce qui me revient de plein droit. » Le barbier, voyant ce fantôme arriver sur lui, à l'improviste, n'eut que le temps de se laisser tomber sur son âne pour éviter d'être embroché. Il n'avait pas plutôt touché le sol qu'il se releva, aussi leste qu'une biche, avant de filer à travers champs, plus rapide que l'éclair, voyant qu'il avait laissé le plat à barbe
par terre. Don Quichotte le jugea satisfait et déclara que le païen avait agi avec autant de sagesse que le castor qui, se voyant traqué par les chasseurs, coupe et arrache de ses propres dents ces parties qu'il sait par instinct être l'objet de leur poursuite. Puis il ordonna à son écuyer de ramasser le aume. Ma foi, déclara Sancho en le soulevant à deux mains, voilà un beau bassin, et qui vaut 8 réaux bien sonnants. Il le donna à Don Quichotte, qui s'en coiffa aussitôt, en le tournant dans tous les sens pour en trouver l'emboîtement, mais sans y parvenir. Le païen pour qui ce aume célèbre fut forgé sur mesure devait avoir la tête bien grosse, dit Don Quichotte, et le pire, c'est qu'il en manque la moitié. Quand Sancho l'entendit appeler aume le plat à barbe, il ne put retenir un éclat de rire qui l'interrompit au souvenir de la récente colère de son maître. « Pourquoi ris-tu, Sancho » demanda Don Quichotte. « Je ris en imaginant la grosse tête que devait avoir le païen pour qui on a fait ce aume, qui ressemble bel et bien à un plat à barbe. Sais-tu ce que j'en pense, Sancho, que cette pièce fameuse, ce aume enchanté, a dû tomber par le fait du hasard entre les mains de quelqu'un qui n'a su ni le reconnaître, ni l'estimer à sa juste valeur, mais qui, voyant que c'était de l'or fin, en aura fondu la moitié pour en tirer profit, et avec l'autre aura façonné cette chose qui ressemble en effet à un plat à barbe. Pour moi qui l'ai reconnu, cette métamorphose importe peu. Je le remettrai en état au premier village où il y aura un forgeron, de manière à ce qu'il n'ait rien à céder ni à envier au casque que le dieu des forges offrit au dieu de la guerre. En attendant, je m'arrangerai de ce qu'il est. Il vaut toujours mieux que rien et suffira pour me protéger des pierres. Oui, tant qu'on ne vous les lance pas avec une fronde, comme celle que vous avez reçue pendant la bataille entre les deux armées, et qui vous ont raboté la mâchoire et cassé la burette, où il y avait ce maudit breuvage qui m'a fait rendre tripes et boyaux. Ce n'est pas une trop grande perte, car j'en ai la recette en mémoire. Moi aussi, je la connais par cœur, répondit Sancho, mais que je meure ici même si je le fabrique ou j'y goûte une fois encore dans ma vie. D'ailleurs, je ne pense pas me mettre dans le cas d'en avoir besoin. Au contraire, je suis décidé à employer mes 5 sens de manière à ne jamais être blessé, ni à blesser personne. Pour ce qui est d'être berné une nouvelle fois, c'est une autre affaire, parce que c'est le genre de malheur impossible à prévoir. Quand il vous arrive, on ne peut que faire le dos ou le gros dos, retenir son souffle, fermer les yeux et se laisser aller au gré du sort et de la couverture. Tu es un mauvais chrétien, Sancho, car tu ne sais pas pardonner une offense. Apprends que le propre d'un cœur noble et généreux est de ne pas attacher d'importance à des enfantillages. T'aurait-on cassé une jambe, ouvert la tête ou brisé une côte pour que tu ne puisses oublier ce qui n'était au bout du compte qu'une plaisanterie innocente? Sois certain que si je ne l'entendais pas ainsi, je serais déjà retourné là-bas, et j'aurais fait pour venger cet affront plus de ravages que n'en firent les Grecs pour venger l'enlèvement d'Hélène, laquelle, si elle avait vécu à notre époque, ou si ma Dulcinée avait vécu dans la sienne, n'aurait pas une telle réputation de beauté. Et il poussa un soupir à fendre les pierres. Admettons que ce soit une plaisanterie, répondit Sancho, puisqu'il n'y a pas moyen d'en tirer sérieusement vengeance. Mais moi, je sais ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Et je peux vous dire que ni moi, ni mon dos n'oublieront jamais cette plaisanterie-là. Enfin, laissons ça de côté pour l'instant et dites-moi plutôt, monsieur, ce que nous allons faire de ce cheval gris pommelé qui ressemble à s'y méprendre à un âne gris et que le dénommé Martin que vous avez jeté à terre a abandonné. À la façon dont il a pris l'escampette et ses jambes à son cou, je serais bien étonné s'il revient jamais le chercher. Et par ma barbe, le grison n'est pas vilain. Je n'ai pas pour coutume de dépouiller qui que ce soit. De plus, ce n'est pas l'usage de la chevalerie d'enlever leurs chevaux aux vaincus et de les laisser à pied, à moins que le vainqueur n'ait lui-même perdu le sien dans la bataille, auquel cas il peut légitimement prendre celui de son adversaire, qu'il aura conquis de bonne guerre. Aussi, Sancho, laisse là ce cheval ou cet âne,
ou comme tu voudras l'appeler, sitôt que son maître nous verra partir, il reviendra le chercher. Dieu sait pourtant si j'ai envie de l'emmener, ou au moins de l'échanger contre le mien qui ne m'a pas l'air aussi bon. Ces lois de la chevalerie qui ne vous permettent pas d'échanger un âne contre un autre sont vraiment sévères. Est-ce que je ne pourrais pas au moins échanger les bas? Je n'en suis pas sûr, mais je te laisse le bénéfice du doute, et jusqu'à plus ample information, je t'y autorise, pourvu que tu aies un besoin extrême, aussi extrême que si ces harnais étaient pour ma personne. Là-dessus, fort de la permission de son maître, il entreprit à mutatio caparum, et c'est ainsi que l'âne de Sancho, profitant de cet héritage inattendu, fut équipé d'une si belle parure. Puis ils mangèrent le reste des provisions prises sur la mule, Puis ils mangèrent le reste des provisions prises sur la mule des prêtres, et burent l'eau du torrent au foulon, sans regarder une seule fois vers le moulin. Ils en avaient eu si peur qu'ils ne voulaient plus le voir. Ayant par cette collation satisfait leur appétit et dissipé toute tristesse, ils remontèrent à cheval, un cheval précis, car un chevalier errant se devait de n'en choisir aucun. Ils se laissèrent conduire par la fantaisie de Rocinante, à laquelle se plie volontiers son maître, ainsi que l'âne qui suivait son compagnon sans brancher. Partout et toujours, ils se trouvèrent bientôt sur la route qu'ils suivirent sans but précis. Pendant qu'ils cheminaient, Sancho dit à son maître: « Monsieur, permettez-moi de causer un peu avec vous. Depuis que vous m'avez imposé ce commandement du silence qui est si dur à respecter, j'ai au moins 4 choses à vous dire qui me sont restées sur l'estomac. Tenez, en ce moment, j'en ai une sur le bout de la langue et je ne voudrais pas qu'elle se perde. Dis-la, Sancho, mais sois bref, car les longs discours sont très vite ennuyeux. Eh bien voilà, monsieur. Depuis quelques jours, je me suis mis à considérer le peu qu'on gagne à chercher, comme vous le faites, des aventures dans des endroits déserts ou la croisée des grands chemins, parce que même quand vous sortez victorieux des batailles les plus dangereuses, il n'y a personne pour le voir ni le savoir, et par conséquent vos exploits restent à jamais ignorés, ce qui n'est ni ce que vous souhaitez, ni ce que vous méritez. C'est pourquoi, monsieur, il me semble qu'il vaudrait mieux, sauf avis contraire de votre part, que nous allions nous mettre au service d'un empereur ou d'un grand prince, qui soit en guerre de préférence, ce qui vous donnera l'occasion de montrer la valeur de votre bras, votre grande force et votre sagesse plus grande encore. Ce que, voyant le maître que nous servirons sera bien obligé de nous récompenser. Chacun selon ses mérites, et on ne manquera pas de gens pour mettre par écrit vos prouesses, qui resteront à jamais dans la mémoire. Je ne parle pas des miennes, qui ne sortiront pas des limites écuyères, mais je peux vous assurer que s'il est coutume dans la chevalerie d'écrire des actions des aiguillés, elles ne resteront pas dans le crier. Tu n'as pas tort, Sancho, mais avant d'en venir là, il faut en probation parcourir le monde à la recherche d'aventures, afin d'accomplir quelques hauts faits dignes de gloire et de renom. Ainsi, le chevalier qui arrive à la cour d'un grand monarque est déjà connu pour ses prouesses. À peine les enfants le voient-ils franchir la porte de la ville, qui lui font un joyeux cortège en criant « Voici le chevalier au soleil ou au serpent » ou tout autre emblème sous le signe duquel il a accompli ses illustres exploits. Et les gens disent « Gloire à celui qui a vaincu en combat singulier le redoutable géant Rocabrume, le charpenté, à celui qui a délivré la grande mameluque de Perse de l'enchantement où il était depuis presque 900 ans. » De proche en proche, on proclamera ces hauts faits. Bientôt, intrigué par les acclamations des enfants du peuple tout entier, le roi se mettra au balcon de son palais, et reconnaissant le chevalier à son armure ou à la devise de son écu, il ne manquera pas d'en donner. Or, sus, que
tous les preux de ma cour aillent au-devant de la fleur de la chevalerie, qu'ils s'avancent. À ce commandement, ils sortiront tous. Le roi lui-même descendra à la moitié des marches de son palais pour l'accueillir, le serrera étroitement dans ses bras et lui donnera le baiser de paix. Puis il le mènera par la main jusqu'aux appartements de la reine, où il trouvera aussi l'infante qui ne peut manquer d'être une jeune fille parmi les plus belles et les plus accomplies qu'il y ait pour toute la surface de la terre. Au premier regard qu'ils échangeront, il se prendra d'amour pour lui, et lui pour elle, et chacun paraîtra à l'autre créature plus divine qu'humaine. Ainsi, sans savoir pourquoi ni comment, ils se retrouveront prisonniers des inextricables filets de l'amour, le cœur percé d'affliction et à l'idée de ne pouvoir découvrir leurs craintes et leurs désirs. Puis on mènera le chevalier dans la salle du palais somptueusement décorée. Là, après l'avoir désarmé, on lui apportera un riche manteau d'écarlate. Et s'il avait déjà bon air avec ses armes, il sera plus beau encore dans son pourpoint. Le soir venu, il soupera en compagnie du roi, de la reine et de l'infante, qu'il ne quittera pas des yeux, la regardant à la dérobée. Et elle fera de même avec autant de prudence, car je te le dis, c'est une jeune fille pleine de raison. Le repas fini, on verra entrer à l'improviste un vilain petit nain, suivi d'une belle dame accompagnée par 2 géants, qui viendra proposer une énigme imaginée par un sage d'autrefois, et si difficile que celui qui saura le résoudre sera tenu pour le plus fameux chevalier du monde. Aussitôt le roi ordonnera à tous ses pros de tenter leur chance, mais aucun n'y réussira, sauf le nouveau venu pour sa plus grande gloire. L'infante en sera ravie, et s'estimera d'autant mieux payée qu'elle aura placé si haut ses désirs. Mais le meilleur de l'affaire, c'est que ce roi ou ce prince, comme tu voudras, est en guerre acharnée contre un ennemi tout aussi puissant, de sorte que le chevalier, après avoir séjourné quelque temps à la cour, lui demandera de permission de servir dans cette guerre. Le roi accédera à son désir, et le chevalier lui baisera courtoisement les mains pour le remercier de cette insigne faveur. Cette nuit-là, il fera ses adieux à l'infante derrière les grilles d'un jardin sous la fenêtre de la chambre où elle dort, là où il lui a déjà parlé maintes fois par l'entremise d'une suivante, médiatrice avisée en la matière, qui a toute la confiance de l'infante. Il soupirera, elle s'évanouira. La suivante apportera de l'eau fraîche et s'inquiétera de voir que le jour se lève, car elle craint pour l'honneur de sa maîtresse, au cas où elle le découvrirait. Finalement, l'infante reprendra connaissance et tendra à travers la grille ses blanches mains au chevalier, qui les baisera 1000 et 1000 fois, et les baignera de ses larmes. Ils décideront des moyens à mettre en œuvre pour recevoir des nouvelles l'un de l'autre, et la princesse le suppliera de revenir plus tôt possible, ce qui lui promettra avec force serment.